il n'y a rien du tout, donc qui peut nous permettre d'installer à perte de vue des usines. Nous avons aussi des ressources, mais des ressources, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui ne sont jamais exploitées au niveau local. On ne fait que aller vendre les matières premières sur un marché non maîtrisé. Donc, c'est toi qui as les matières premières, rechercher, mais tu ne fixes pas le prix. C'est une bizarrerie là. Il faut qu'on arrête donc avec ce néocolonialisme, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, ce qui rendrait possible ce projet futuriste et qui peut porter le développement de l'Afrique, c'est une rupture avec ce qui se fait au plan politique. Il faudrait aussi une volonté clairement définie de nos dirigeants. Il y a un intervenant qui l'a souligné tout à l'heure. Ce n'est pas parce que la France est forte, mais parce que nous sommes dans la peau de l'esclave libéré, mais qui ne veut pas se libérer. C'est grave. On a l'impression qu'on ne veut pas aller de par nous-mêmes. On refuse de bouger là. Il faut qu'on bouge et qu'on croit. Il faut y croire. Et moi, je suis très optimiste. Parce que cette jeunesse-là a bien compris que le futur n'est plus d'aller en Europe ni en Amérique. Le futur, c'est de rester en Afrique et de la développer. Merci. 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 L'intervenant dont c'est Aliou Sall Paloma. Le premier, il a parlé de la prospective. Celui qui, effectivement, a souligné que ce sont les élites qui, à un certain moment, ont péché, ce qui a ouvert la voie au maintien du colonialisme et du néocolonialisme. Alors, je pense qu'Abdou Salam a pris bonne note et c'est la nécessité qu'ils reviennent sur les articulations, puisque les écoles doctorales dont il a parlé qui existent et qui, dans certaines universités, font un bon travail. Quelle est l'articulation avec les fameux centres d'excellence de l'Union africaine et le l'OUA avait déjà créé? Est-ce qu'il pourrait nous faire le point pour qu'on voit comment articuler avec le niveau continental? Parce que, comme l'ambition, c'est de faire en sorte que l'Afrique puisse se relever. Je pense que, Aram également, tu as bien fait de souligner la question pertinente. Comment inciter les meilleurs à rester? Et comment faire en sorte que la recherche soit également le fait, en tout cas, associer les plus brillants. Parce que les universités, qu'on le veuille ou non, c'est des centres d'excellence et de convergence. C'est la définition des universités. Les universités, c'est centre d'enseignement, nous allons insister sur la recherche aussi, deuxième aspect, et puis les services à la communauté. Tout cela, l'objectif, c'est de changer la donne pour que les vivent bien. Et comment le faire? Je pense que tout à l'heure, cela va vous aider. Alors, la dernière discutante, en fait, elle n'est plus la dernière, puisque Annie Joula va insister que le président vous annoncer que Madame la marraine, qui vient d'un très long voyage, est dans la salle. Donc, Fanson va intervenir. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de souffler. Quand les débats vont commencer, elle aura son mot à dire sur tout ce que mon frère pourra écouter. Donc, Annie, tu as la parole. Je suis désolée, je demande toutes mes excuses. J'ai vraiment honte, je ne dois pas appeler ça autrement. Mais comme toutes les personnes, je suis fixée par les routines. Or, la réunion, elle a eu lieu 3 fois de suite de 17 à 19 heures. Donc, dans mon téléphone, j'ai vu qu'il y avait une réunion. J'ai vu des visages, c'est chouette. Et tout à l'heure, je ne pouvais pas lire les titres, donc j'ai imprimé. Et quand j'ai imprimé, je me suis rendu compte que la réunion commençait à 15 heures. Et c'est 16 heures, je suis prête à partir. Donc, j'ai un peu couru à travers le campus, je ne sais pas où se trouve
Je ne suis pas habitué à ce bâtiment, hein. Moi je suis habitué à l'autre. Alors je suis vraiment, vraiment désolé et vous demande de m'excuser. C'est vrai, ces sessions, ça fait 2 ans qu'on travaille. C'était effectivement de 17h à 19h. Aujourd'hui, c'est une séance spéciale, puisque c'est la dernière dans ce processus d'expérimentation. Elle a raison. Donc, je pensais que on ne pouvait pas commencer à 17h. Donc, c'est vrai. Et maintenant, nous sommes très contents de vous accueillir à la fac de lettres. C'est vrai que peu de personnes connaissent ce bâtiment. Mais on a fait exprès pour permettre aux Sénégalais de voir les dégâts qu'on a vus il y a quelques jours. Vous avez vu, on est en train de parler de l'Afrique du futur, mais il y a l'Afrique du présent. J'ai voulu que cette réunion se tienne ici. Vous voyez un peu dans quelle Afrique on est. Les universités, est-ce que tout le monde en veut? Voilà les questions. Je pense que tout à l'heure, en rentrant, il faudra voir le CESTI. Vous allez voir ce que c'est devenu. Et si vous avez le temps, regardez la statue de Saint-Ben aussi. Hein. La pipe a été cassée. De manière tout à fait. Bon, bref. Je pense que c'est bien de temps en temps de revenir dans ces endroits pour voir dans quel pays on est, dans quel continent on est. Donc, Annie, on va voir maintenant où est-ce qu'on vit et qu'est-ce que tu penses de notre aménagement et de nos architectures. Vous pouvez passer. Merci, Bouba. Bonjour à tous et je suis très contente d'être là. Et je suis très contente que la marraine de cette séance soit Fatou Sow, qui est pour moi un modèle. Donc, dans les temps qui courent, les modèles que les chercher. Voilà. Alors, c'est difficile d'être discutant d'un architecte. Bon, un architecte non, mais c'est un architecte chercheur et inventeur. Donc, il cherche, il trouve, et donc c'est compliqué de passer et de penser. On va discuter de ces inventions. Alors, Diamniadio, lui, Diamniadio, qui est l'une des utopies, pas Diamniadio d'ailleurs, oui, Diamniadio, un prototype des pyramides creuses. Alors, je vais pas discuter, mais je vais rajouter à ce qu'il a dit concernant Diamniadio, c'est que sur tout ce projet-là, ce concours, on me demande de faire un concours sur les portiques d'entrée et de sortie. Et la première aberration, je n'ai pas fait le concours, mais j'ai entraîné de mes jeunes confrères à le faire, qui étaient nos étudiants. Ils se sont tous posé la question, mais c'est l'entrée d'où? Depuis où? Et la sortie vers où? C'était la première question qui se posait et qui leur paraissait vraiment un projet tombé de L'autre question que je pose à ce que mon confrère vient de dire, et que je rajoute en tout cas à ces questionnements, c'est que Diamniadio, on le voit tous, hein, c'est même pas la peine d'être un professionnel. Si le projet d'origine pouvait être acceptable, vendable économiquement, enfin, entre guillemets, il faut le dire vite, il faut vraiment être très positif. On se rend compte qu'au cours des années, il est complètement dévoyé puisqu'on construit. L'autoroute est l'élément essentiel de Diamniadio. Il faut traverser Diamniadio. Et on se demande comment. Et surtout, on vient nous aligner des projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les uns à côté des autres. Et alors qu'il s'agissait de planifier, de trouver une mixité fonctionnelle et sociale. Alors, moi j'ai ma réponse, mais je me suis permise de prendre les réponses d'autres personnes beaucoup plus habilitées que moi à parler de la ville, de Corbusier, une ville ça se marche, c'est de la dernière ville qui marche. La réponse de Kalouissa tout à l'heure,
je pense que ça va bien en parler, édifier des villes qui ne grattent pas le ciel parce qu'elles manquent d'ambition, non pas parce qu'elles manquent d'ambition, mais parce que ses habitants choisissent de s'intéresser à ces interstices, où l'on se rencontre, où l'on vit, où l'on est pleinement. Ici, la construction commence par une destruction, celle du mimétisme. Plusieurs personnes en ont parlé tout à l'heure, du contournement de soi. C'est fait dans une salle qui s'adressait à nos étudiants lors d'autres conférences inaugurales pour les 5 ans du collège. Et puis, la dernière définition qui me plaît beaucoup est celle de Pierre-Noël Rimbaud, qui dit qu'une ville, c'est comme une femme, il faut aller vers la ville pour moi vers les femmes. Voilà, donc c'est la réponse aux pyramides creuses de Diamniadio, de mon collègue. Les poumons verts à travers ce projet d'aménagement urbain. Alors, bon, on a tous entendu parler de ce parc-là, et avec des bons justificatifs, enfin cela, des objectifs, on va dire, qui peuvent tenir la route, mais je n'ai qu'une seule réponse à ces poumons verts, c'est de faire une comparaison, bon, même si comparaison n'est pas raison, avec ce que c'est Dakar, le parc de Hatt, 60 hectares, dont 3 hectares qui a été grignoté et qui est toujours en train d'être grignoté, 3 hectares pour faire un ministère en béton et en verre, sur les 60 hectares. Le parc urbain, qui est normalement de 10 hectares, il n'est toujours pas construit, dans un ancien construit, dans un aéroport de 100 hectares, de 5 hectares. Voilà, donc on se pose des questions. Et je compare à New York, c'est vrai, c'est difficile de comparer à New York, mais en même temps, je pense que c'est bien d'avoir une comparaison comme ça. Central Park, c'est 341 hectares pour 1 700 000 habitants, 60 km, presque comme 60 km carrés, comme un peu de Dakar. Voilà. Ce sont des questions que je me pose. Les énergies, les îles d'énergie marine. Alors, effectivement, la réponse de l'État aujourd'hui, c'est d'aménager le littoral. Et pour aménager le littoral, qu'est-ce qu'on trouve de mieux à faire? C'est de déclasser les forêts qui sont sur le littoral. Voilà, donc tout ça, c'est pour aménager le littoral. Donc, les îles d'énergie marine peuvent être une réponse à l'attitude, à cette attitude. Voilà. Et donc, pour moi, l'utopie, il manquerait la seule raison d'être de l'utopie. Et puis, je me suis amusée à glisser dans les utopies de mon confrère macédien, d'autres utopies, surtout en regard de votre chère, la Renaissance africaine, et j'ai fait un parallèle qui me fait mal, c'est notre statut de la Renaissance africaine et le barrage de la Renaissance africaine que les Éthiopiens ont construit sur fond, ont commencé jusqu'au bout, je pense, sur fond propre des appels de la population. Je pense que nous étions plusieurs à participer d'ailleurs en tant qu'Africains. Et qu'est-ce qu'on retiendra? Effectivement, on ne retiendra que le barrage. Je ne pense pas que la statue de Watt puisse retenir quoi que ce soit. Alors, en réponse à, je pense qu'on peut, vous pouvez montrer la diapo d'avant. Avant. Juste avant. Ouais, voilà. Voilà. De la possibilité de lier tous les projets de Maquet à une utopie qui est le parallélisme asymétrique. Senghor a juste philosophé, on va dire, et qui nous appartient à nous aujourd'hui de construire. Il y a des idées. Alors les premières idées
ce sont des architectes français qui travaillent au Sénégal qui s'en sont appropriés, mais aussi d'autres grands architectes comme Charcot. Mais c'est toujours au niveau de l'idée de la... On n'est pas rentré encore dans le code même de ce que c'est et ce que devrait être le parallélisme asymétrique. Voilà, donc ça, ce sont les Français, c'est au niveau des signes. Et beaucoup de projets dans les années 70, 80, 90 ont été faits à Dakar. Beaucoup d'entre eux qui ont une certaine valeur architecturale sont démolis, comme ici la direction de l'urbanisme et de l'architecture. Le club des Almadies, démoli, qui est une prouesse architecturale. Bon, démoli, il y en a plein d'autres. Hein. On est en train de les démolir. C'est des architectures qui sont démolies, qui tiennent, qui ont été bien conçues, qui ont été bien construites, qui tiennent. Et puis il y en a qui résistent. C'est ça qui vont venir après. Bientôt d'après. Comme l'immeuble Québec, comme la BCAO, comme l'immeuble Sortland. Ils sont une expression du parallélisme asymétrique, mais juste parce qu'elle n'est pas encore codifiée. Voilà. Et aujourd'hui, il y en a d'autres. Oh oui, j'en ai mis d'autres. Bien entendu, bon, l'université, il y en a plusieurs. La bibliothèque, l'école des bibliothécaires, la maison Saint-Laure. Et l'urgence, effectivement, c'est de pouvoir codifier ce courant. Je pense que ça doit être un courant important, mais qui n'est pas la chose seule, la responsabilité seule des architectes, qui est, comme Saint-Laurent l'avait vu d'ailleurs, qui est beaucoup plus large que l'appropriation seule des architectes. Et la dernière diapo, donc ce que je dis, il faut le transformer avec beaucoup d'ambition dans un projet culturel à inscrire dans notre propre modernité. Et si je peux me permettre, pour conclure par rapport aux trois intervenants avant moi, enfin, pas les intervenants, enfin ceux qui ont fait des vraies communications, par rapport au parallélisme asymétrique, je pense que quand Paloma parle de prospective normative, le parallélisme asymétrique s'inscrit d'office et par excellence dans cette prospective-là. Enfin, en tout cas, il faut aussi l'inscrire dans la formation. On a parlé de professeur Abdul Salle. Le parallélisme asymétrique va jusqu'à, il y a quelques années, moi j'entendais des cinéastes parler du plan Thiéboutienne. Quand on parle du plan Thiéboutienne, c'est pas le plan sacré. Et quand on parle du plan Thiéboutienne, nous en tant que concepteurs, eh bien on ne peut pas concevoir du mobilier de la même manière pour ceux pour lesquels on dit voilà. Je pense que ça doit aller aussi très très loin. Et voilà, je vous remercie. Merci. Alors là, je pense que vraiment on a fait le tour. Les discutants, les introducteurs ont introduit, les discutants ont donné des réponses. Je ne sais pas, Gilles, si sur la toile il y a des demandes d'intervention, parce que ici la tradition c'est de prendre une personne au niveau de la toile et donner la priorité à ceux qui sont ici dans le présentiel, donc 2. S'il n'y a personne inscrit, donc qui a demandé à intervenir, on peut revenir dans la salle et demander aux participants qui sont
aujourd'hui dans cette salle de vidéoconférence pour lui donner la parole. Il y a Siri Ababakar, il est à l'école supérieure polytechnique. Ababakar, tu vas prendre. Merci beaucoup, Pouba. Aujourd'hui, je suis encore chanceux parce que j'ai à mes côtés un de mes maîtres, Vieux Savané. Il n'aime pas que je le dise, mais c'est la réalité. Pourquoi je ne pas que je le dise? Parce que j'ai été l'un de ses cobayes en décembre 1980, quand j'étais en terminale, cours de philo, après que notre prof titulaire a été viré pour faire des grèves avec le grand Sud-Est. Voilà, donc on était ses cobayes, je fais des sortes de pas normales. Bon, on est devenus très bons amis, même si je ne respectais pas beaucoup le formalisme de la philosophie, parce que j'ai commencé à apprendre la philosophie depuis toujours. Et je ne comprenais pas qu'on puisse apprendre à quelqu'un la philosophie. C'est mon problème. C'est ça que je me retrouve avec Bakenyan, qui est pour moi un architecte en fait. Voilà, qui remet les choses à l'envers, toujours, pour mieux les construire. Donc, quand on me pose un problème, je regarde d'abord comment je vais construire le problème, pour essayer de le résoudre, ou ne pas le résoudre du tout, en fait. C'est le plus important, c'est de réfléchir. Maintenant, j'ai une question que je me suis posée. Bon, je vais dire de façon un peu décousue, hein, comme c'est ma nature moi-même. Je ne peux pas me le nier. Je crois que, non, je suis même sûr, c'est M. Babengay qui parlait du film. Je n'ai pas voulu regarder le film. J'ai interprété. Pourtant, j'ai bien mangé. Hein. Je crois que j'ai Babengay, voilà. Donc, il a parlé du film Black Panther. C'est bizarre, je n'ai pas voulu regarder en fait. J'ai trouvé que, bon, ça faisait trop. Enfin, les images que j'avais vues comme ça, elles sont disparates. Ça faisait un peu trop science-fiction, justement. Un peu, à la limite, extravagant, en fait, pour moi. Vraiment extravagant. Donc, je n'ai pas voulu regarder ça. Mais la question que ça amenait, quand il a parlé d'un État qui n'a jamais été colonisé, qui n'a jamais subi l'esclavage. Dernièrement, j'ai discuté dans un groupe WhatsApp et on parlait justement des langues nationales, etc., des cultures. Et je me suis un peu pris le bec avec eux parce que eux semblaient dire qu'il n'y a pas d'autre voie que d'utiliser le français comme langue officielle. Et je leur ai posé la question, je ne sais pas si vous avez vraiment compris parce que pendant la question, je dis, mais si jamais on n'avait pas été colonisé, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et pas seulement pour ça, de façon générale. Donc ça me pose cette question, il est très important, et je pense qu'il va poser la question, aujourd'hui, si l'Afrique n'avait jamais rencontré la colonisation ni l'esclavage, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Je vous continue. Oui. Ensuite, je vais poser une question directe à mon maître ou c'est mon autre maître, que je salue, Abdou Salam Sall, qui a été mon moniteur de TP, je crois en 83, 84, quelque chose comme ça. Et qui est mon SG aussi, ainsi que beaucoup d'ailleurs. Voilà. Donc, une question directe. Mais qu'est-ce que vous appelez université de recherche, en fait? Alors, je me demande, est-ce que ces universités sont dédiées strictement à la recherche? Ou quoi? Ou soyez plus clair. Et c'est le cas des universités de recherche. Je crois que l'une des perspectives, justement, c'est de voir comment on peut endogénéiser ces universités. C'est-à-dire, en y incluant des chercheurs traditionnels, qui sont même, enfin, c'est des chercheurs, mais des gens qui ont fait sur le tout, et qui utilisent certaines choses, et qu'on sorte justement de cette façon de faire. Et ça, c'est un peu l'exemple, l'approche d'ailleurs, rien à inventer, américaine d'ailleurs, qui part d'abord donc des connaissances et des comportements endogènes avant de venir maintenant poser l'université en tant que telle qu'on la connaît nous. En fait, voilà. Et qu'on doit réfléchir aussi sur comment on va
insérer ce que l'Afrique apporte. Là, je pensais tout de suite à notre ami professeur Aliou Sall, celui qui est juriste. Il a écrit dernièrement, il y a un mois à peine, un livre sur les juridictions internationales et montre avec qu'est-ce que l'Afrique apporte à ces juridictions. C'est pour dire qu'il y a des perspectives futures. C'est-à-dire qu'il y a en même temps, même le livre qui est précédé, la raison, et la raison, je n'ai plus le nom en tête, pas toujours la même chose de toute façon, mais montrer combien il était important le contexte et d'humaniser justement les jugements. Par exemple, j'ai vu aussi la notion de pyramide aussi, de construction de pyramides. Parce que les pyramides, bon, c'est vrai qu'on ne saurait jamais, je pense, comment on les construit, parce que ce n'est pas le plus important, à mon avis, mais c'est juste une façon de nous demander de les construire par nous-mêmes. Et par exemple, le système LMD, justement, je m'amuse souvent à dire que ce qui fondait cela, c'était enseigner autrement, évaluer autrement, apprendre autrement. Ce qui fait un triangle, en fait. Mais on a oublié le plus important. C'était quoi? Je le disais souvent au ministre Marito pour m'amuser. Je disais, même toi, tu es encore dans des pensées, des perspectives anciennes. Tu continues à diviser l'année en deux, etc. Tu n'as pas le même d'année, alors que nous, on a le même plus d'années. Des semestres, ils sont mobiles. Donc, pensez autrement, ça va être au-dessus de ça, et ça va faire une pyramide, en fait. Ça va être une pyramide, bon, pas comme les pyramides égyptiennes, à base avec 4 côtés, car la même plutôt, c'est une pyramide triangulaire, comme dans le logo de notre cher Saester. Mais, Madame Diamant, j'ai bien vu votre histoire de dresser des tables. Et la perspective, ça me rappelle Senghor, parce que ça vient de Senghor. Hein. C'est lui qui nous a promis, nous, quand on était jeunes, en l'an 2000, la casse des compagnies. Mais que voulez-vous? À Paris, on mange à table, vous voulez qu'on fasse quoi? Si la casse des compagnies sur la perspective, c'est tout à fait normal. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Et, pour revenir à un tout ça, pour dire combien je suis déposé dans mes pensées. Bon, je crois que la comparaison de l'université francophone, anglophone, on ne peut pas écouter. Parce qu'on se rend compte, même les derniers classements que j'ai vus il y a quelques jours, il n'y a aucune université francophone. On peut dire des critères si on veut, mais c'est le fait que récurrent, il n'y a aucune université francophone. Aucune. Donc, peut-être qu'il faut réfléchir. Est-ce que c'est parce que les universités anglophones épousent mieux les critères décidés par les universités, justement, parce que ce sont les Américains anglo qui ont plus ou moins fait ces critères-là. Je vais envoyer un article il n'y a pas longtemps qui remettait justement cette façon de faire. Est-ce que c'est cela? Il faut voir. Et après maintenant, pouvoir revenir sur l'histoire des universités de recherche. Quoi. Et il y a aussi ce qu'a dit Mme Sabani, j'allais dire Annie, mais après, bon, il ne faut pas. C'est l'épouse de mon maître. Donc, pour moi, il faut décoloniser carrément les Niaï. Il faut remettre les Niaï, le redonner une fonction première. Parce que moi, j'y allais, quand j'étais tout petit avec mon père déjà. Toute la zone des Niaï, je crois que ça doit être la Californie de l'Afrique. On arrête de construire. Il faut enlever toutes ces constructions. Je me le permets parce que je vois que le pays va beaucoup plus loin que moi. Donc, je me permets de dire qu'il faut décoloniser les Niaï. Ensuite, j'ai aimé aussi quand vous dites que les villes, je ne suis pas sûr, que les villes, c'est comme les femmes. Ça veut dire que c'est une utopie? Les femmes, c'est une utopie? Ou, je ne sais pas, je pose la question parce que je ne me connais pas trop. Je vais demander à ma sœur, si les femmes, si les villes doivent être toutes les femmes, est-ce que dans les femmes, c'est une utopie? Bon, j'en sais rien. Ou c'est vraiment légal, hors légal, difficilement atteignable. Il faut voir. Ensuite, la dernière question est, disons, alors la dernière, vous n'avez pas de plan pour quand on est revenu ici, c'est bien. Après, ce qui s'est passé. Et Annie a aussi montré comment on a détruit tous ces bâtiments et d'autres vestiges, on peut dire, comme si c'était une entreprise de démémorisation. Et finalement, je me demande, est-ce qu'on est capable
est-ce qu'on a la possibilité de se projeter si on n'a pas de mémoire? Parce que la preuve, elle le disait tout à l'heure, Mme Angèle Diamant, quand elle disait que le maître demandait d'abord de regarder ce qui a été fait. Et si tout a été effacé, soit on répète des choses qui n'ont pas à faire, ou alors on part sur le point. Donc ça, c'est une question que je pose. Et la dernière, justement, est-ce qu'on va parler ici d'utopie futuriste ou de futur utopique? Merci. Merci. Alors, mon homonyme, Babacar, et mon compagnon, j'ai voulu au moment réagir quand il a évoqué cette question, effectivement, que Baba a soulevée dans la réflexion sur le film, un pays africain qui n'a jamais été colonisé. C'est là où, effectivement, la fiction et la réalité se recoupent. Ce pays existe. L'Éthiopie a été même un moment, dirigé par les Italiens, les passagers, ils ont réussi à les bouger dehors. Mais ce pays existe, donc cette fiction n'est pas, c'est de Lesotho. Et j'ai été dans ce pays, je ne dis pas par hasard, parce qu'à l'époque, j'ai voulu réagir pour dire que ça existe. Je suis allé dans ce pays, à l'époque j'étais dans le conseil exécutif de l'Association panafricaine pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes. Ça tournait les réunions. Et puis il y a une année où on était au Lesotho. On arrive dans ce pays, d'abord, on venait de différents pays africains, des différentes régions, on nous dit, attendez, l'avion ne va pas atterrir, parce que dans ce pays, pour que l'avion atterrisse, il faut attendre que la reine-mère vienne danser pour vous. Vous imaginez, moi, c'était la première fois, et pourtant j'ai fait des études pour vous tout seul, c'est pas que les autres, c'était comme ça. Bref, on est dans ce pays n'a été colonisé ni par les Britanniques, ni par les Français. Ce pays se trouve à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Première question, comment expliquer ça? Effectivement, c'est un pays particulier, très montagneux, très difficile d'accéder. Tous ceux qui ont essayé se sont cassés la figure. Français, Britanniques, regardez vos documents. Ils n'ont pas réussi. Et ils ont gardé des traditions. Moi, ça m'a amené à changer mes cours que j'ai enseignés depuis 30 ans à l'université sur les royautés, sur les institutions. Donc, je me suis rendu compte que complètement, là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que la reine était plus célèbre que les militaires qui avaient fait le coup d'État. Au moment où je suis arrivé, il y a eu le coup d'État militaire, et les militaires étaient au pouvoir. Et la reine était plus célèbre. C'est comme à l'Institut, en fait, c'est comme en Casamance, où il y a ce qu'on appelle les pouvoirs charismatiques. Donc, ça a changé complètement ma conception de l'histoire des rois, des reines. Les reines qu'on connaissait, c'est les reines avec la traite négrière, c'est les rois impliqués dans des affaires, etc. Et je suis venu dire à mes étudiants que, bon, je vais revenir sur des textes très anciens sur les royautés africaines. Il y a des textes très anciens où on dit que les rois africains, comment ils étaient choisis, c'était soit le gars qui avait le plus de brebis, de vaches, ou bien celui qui était le plus riche, des fois même celui qui était le plus fort pour défendre la cité. etc. Donc il y a un certain nombre de textes sur lesquels on revient. Mais ça, c'était plus la fiction. Ce que je vous dis, c'est dans les années 80. Ou les autres. Donc, le film de notre ami Black Panther, c'est là. Mais il y a des choses qui ne sont pas inventées. Et je suis sûr qu'il a dû savoir qu'il y a des royautés africaines, des endroits en Afrique qui n'ont pas été colonisés, dont le Lesotho. Et je ne sais pas la situation de ce pays, mais à l'époque, donc c'était cette reine qui était plus célèbre, plus aimée que les militaires qui avaient pris le pouvoir. Et je ne sais pas d'ailleurs actuellement quelle est la situation. Donc, je propose, puisque le temps, on va donner la parole aux panélistes. Paloma, je ne sais pas s'il est toujours en ligne. S'il est en ligne, son film, en fait, son intervention qui a été magistrale. S'il a des choses à ajouter, vous pouvez lui donner la parole. Sinon, je donne à Baba qui va être après Abdou Salam qui intervient.
Baké et Fatou aura donc réagir sur tout cela. Et si on a le temps, on continue. Si on n'a pas le temps, je vais clôturer en vous annonçant la suite. Parce que c'est bien, pendant 2 ans, on a travaillé. Qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, je vais vous donner quelques informations. Donc, si vous êtes d'accord, Paloma, s'il n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne. Baba. Merci. Je ne commencerai pas à dire que je suis toujours sidéré, quand même, quand il y a des groupes comme ça, de voir qu'il y a autant de compétences qui pouvaient être au service de l'Afrique, au service des États, mais que nos gouvernements ignorent complètement. Est-ce que c'est dû au fait que, dans leur perception des choses, l'université n'est là que pour enseigner? Je parle de la recherche et que c'est bon que maintiennent en calme les étudiants, que leur fonction, c'est uniquement d'enseigner, point barre. Mais pas, il ne revient pas de les solliciter, parce qu'on parlait de recherche, de les solliciter pour résoudre des problèmes ou pour leur dire ce qu'ils en pensent. D'essayer d'avoir des pistes de réflexion, des perspectives, comme on dit. Mais je pense que c'est ce cloisonnement-là qui fait notre mal développement. Parce que tout est cloisonné. On juge que tu sais faire quelque chose, tu y restes. Point barre, mais il n'y a pas de lien qui peut se faire. L'autre aspect aussi, c'est ce triangle de la recherche aussi. Je veux dire, il y a l'université, il y a l'État, il y a les médias. Parce que, effectivement, aucun relais n'est fait, par exemple, sur ce que Mbacké fait, effectivement, en matière de recherche, de proposition, d'invention. Et quand je regarde les chaînes européennes, les chaînes françaises, j'ai toujours dit que les compétences qu'ils invitent au plateau sur le table, ce n'est pas pour leur spécialité, mais c'est pour vendre l'expertise française, pour vendre les recherches, pour vendre des analyses, etc. Ce que nous ne faisons pas avec nos médias, avec nos chercheurs, qui trouvent quand même dans des forces de proposition. Je crois que dans le schéma que le recteur a dressé tout à l'heure, je crois qu'il faut y intégrer ces 3 éléments-là, c'est-à-dire les chercheurs, l'État, les États et surtout les médias pour la valorisation de nos recherches. En ce qui concerne le cinéma, j'ai oublié de dire que le cinéma est né avec l'utopie. Parce que si Méliès, avec Voyage sur la Lune, et on attribue effectivement le premier réalisateur à faire de la science-fiction, je crois que c'était de la prospective, personne n'y croyait. Et quand je regarde sa fusée, je me dis que c'est cette fusée-là, c'est peut-être de fusée qui inspire jusqu'à présent tous les créateurs de fusées, en tout cas tous ceux qui font de l'expérience en matière. Donc, et c'est là où je dis que l'utopie, ce n'est pas l'impossible, mais c'est dire comment peut-on rendre possible. Quand McLuhan disait que la planète, on sera dans un village planétaire, en 1970, personne n'y croyait. Et qu'est-ce que c'était? Effectivement, il y a eu des recherches et aujourd'hui, la loi est là pour dire qu'effectivement, nous sommes dans ça. Même, ce qui manque, et Jérôme l'avait dit, c'est que tous ces jeunes-là sont plutôt, ces jeunes qui font des films ou des séries, sont dans le temps du rattrapage, mais pas de la poursuite. Absolument. Effectivement, quand on voit on voit ces villas, etc., c'est comment rattraper notre regard. Notre regard n'est pas dans une perspective futuriste. Absolument. Comment nous, à partir de notre savoir-faire, nous pouvons aussi imposer, bien proposer au reste du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est là où on doit travailler pour le futur de nos cinématographies. Comment valoriser? C'est pour ça que j'avais donné l'exemple de Yellen. Je dis que Yellen aussi est une perspective, même si Yellen se basait sur, effectivement, les temps anciens, mais il nous montrait quand même la mystique et la force, quand même, de cette mystique-là au monde. Cette puissance aussi. Et ça, c'est nécessaire, en tout cas, pour le futur de nos cinématographes. L'autre aspect aussi, quand on parle de plateforme, il n'y a pas que Babamal, il y a quand même 2 Sénégalais aussi qui accompagnent Babamal, qui sont ces instrumentistes. Et c'est là où je dis que c'est très important de regarder les génériques. Et
films, parce que les génériques de films nous enseignent sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'aspects. C'est vrai que la voix de Panama, une voix puissante, une voix qui porte une esthétique, qui porte les images, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que quand même, il y avait aussi deux autres Sénégalais qui étaient des instrumentistes qui ont accompagné aussi Baba Mal aussi dans sa recherche. Et là, les sujets qui doivent être explorés, je crois qu'il y en a beaucoup, mais pour cela, il faut, comme tu dis, la culture. Il faut aussi ces questionnements-là, que ces jeunes puissent y assister et y participer. Moi, effectivement, quand je dis que ça a été mon souci quand Boba m'a dit pas d'utopie dans le cinéma, c'est vrai que je n'ai jamais travaillé sur ce sujet-là. C'est la critique à l'intérieur, mais ça m'a permis d'abord de revisiter l'afro-pessimisme, de voir la différence qu'il y a entre toutes ces notions-là de l'africain futurisme et aussi des créations de Félix-Sarr, aussi de sa pensée. Et tout cela, effectivement, devrait être le lot de ce cinéaste-là pour pouvoir imaginer le futur, non pas en termes de rattrapage, nous voulons être dans la modernité, comme si aussi nous ne pouvons pas créer notre propre modernité, parce que nos cultures portent en elles-mêmes des éléments de modernité. Même si la colonisation nous a dit que c'est la tradition qui freinait le développement, qui annihilait notre pensée, ce qui aujourd'hui est achevé. On parlait de pays non colonisés. Sankara disait, en tout cas le Burkina Faso n'a jamais été colonisé. Ce qui est vrai. Effectivement, la colonisation dans son escarcelle n'a pas un pays qui s'appelait le Burkina Faso. Mais dans sa pensée, c'était peut-être de dire que nous sommes dans un pays. Les énergies maintenant sont lâchées. Nous ne sommes plus en haute volta. Nous créons du neuf. C'est un pays neuf, c'est un pays jeune. Les énergies doivent être lâchées. Nous devons puiser en nous-mêmes d'autres manières de faire, d'autres manières d'aborder le réel et aussi le futur. Tu vois, quand tu te disais, c'était dans cet esprit-là, puisque le Burkina Faso n'a jamais été colonisé en pays colonisé. C'était, je crois, que dans cette recherche-là. Comment aussi faire des films qui sont porteurs de notre futur? C'est vrai que ce n'est pas le mimétisme des satellites, des voitures volantes, des fantaisies, etc. Mais de penser avec justement les gens de la prospective, quels sont les différents possibles qui peuvent nous aider à imaginer notre futur, à y aller et à réussir aussi, comme je dis, que comment l'utopie, ce n'est pas l'impossible, ce n'est pas la rêverie, comme ça, mais c'est tracer des objectifs et pourquoi je n'y arriverai pas. C'est à force de travail, à force de réflexion, à force d'essais, comme on l'a dit, ce sont les échecs qui font la réussite. Parce qu'une fois qu'on a échoué, on s'enrichit de quelque chose. Après, on recommencera pas les mêmes choses. On va explorer d'autres possibles. Et je crois que c'est là, c'est intéressant, effectivement, les utopies qui nous nourrissent et qui nourrissent aussi notre imaginaire. Et que c'est quelque chose de très enrichissant, au moins d'aborder ces aspects-là de notre vécu et de donner une réalité elle-même qui nous permet effectivement de nous distinguer de notre propre identité. Qu'est-ce qu'on apporte à la marche du monde? C'est pour ça que j'ai toujours dit que les cinémas d'Afrique ne sont pas des cinémas à part, mais ils font partie du cinéma mondial, ils font avancer aussi le cinéma de notre créativité, notre réflexion, les enjeux, les questionnements que l'on pose. C'est ça qui enrichit le cinéma, parce que le cinéma a toujours évolué par culture, et puis exploration d'autres jamais. Donc, il ne faut pas s'imaginer que nos cinémas, ce sont des sous-cinémas où on n'appartient pas au cinéma mondial, comme on dit. Notre cinéma nourrit très bien le cinéma mondial fait français. Effectivement, quand on me dit le documentaire qui a été apporté c'est la documentation que c'est venu faire, pour rechercher cette énergie créatrice et pour maintenant l'explorer, l'exploiter et vraiment cuire à la sauce américaine. Est-ce que nous devons, comme je l'ai dit avec quelques exemples du film ghanéen, faire aussi des planètes, ou bien faire
des choses, mais il y a le réchauffement climatique. Demain, qu'est-ce que cela produira? Aujourd'hui, en termes d'entropie, ou bien en termes d'utopie, comment nous voyons effectivement le Sahel? Est-ce que ce sera toujours la sécheresse? Est-ce que ce sera toujours le chaos? Ou bien est-ce qu'il y a possibilité de reverdir ce continent, cette partie du continent, et aussi explorer d'autres chemins avec des recherches, effectivement. Pourquoi, avec effectivement ce que Mackay essaie de faire avec ces îles-là, les utiliser comme élément, effectivement, d'une nation de puissance à faire valoir en s'appuyant effectivement sur ces recherches et en classement ou en créant aussi des histoires à partir de ces recherches, ces politiques de ces pyramides-là. Je crois que les outils sont là et je pense aussi à un chien américain, aussi au ministre américain qui, dans son dernier livre, aussi a bâti une cité, son avant-dernier livre, que j'ai vraiment adoré, quand même, a bâti cette cité-là, qui est aussi une utopie, qui est aussi pourtant réalisable. Moi, je dis qu'il peut être réalisable, la cité qui a été décrite dans son roman. Donc là, voilà. Tout le mot que tu as évoqué au départ, la synergie qui existe, les potentialités. D'ailleurs, quand j'ai invité Angèle, je lui ai dit que je vais lui prêter un livre qui, à mon avis, est le meilleur d'Amin Fesson Fall. Je ne suis pas sûr que Vieux Samané va être d'accord avec moi. Mais je trouve que son livre qui s'appelle Douceur du Bercail est le meilleur à ce qui me concerne. Pourquoi? Parce que c'est dans ce roman. J'ai voulu amener le livre, mais la plus grosse erreur de l'université, c'est quand tu prêtes tes livres. Ça, il y a quelqu'un qui a dit que vraiment, je ne sais pas qui est le plus fou entre lui. Tu prêtes tes livres. Bon. Mais j'espère le trouver parce que je l'avais à la maison. Je crois savoir où ça se trouve, mais je vous promets que je vous donnerai le livre. Parce que ce roman pose quelque chose qui est très actuel, le problème des migrations. Et c'est un des rares romans où on voit des gens qui sont en Europe, en France, et on voit qui décident en tout de rentrer, ils sont complètement à la donne, de vivre ici. Et ça a marché. Bon, c'est très intéressant. Et quand elle a écrit ça, quand même, ça fait des années. Alors, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que, avec des amis, on a entendu une aventure qui n'est pas de la fiction. À Paris, de Bossuet, un centre pour les Africains. On l'a porté, on l'a occupé, on a essayé de gérer ça. Les gens de la diaspora à l'Afrique ont pensé changer le monde. À Paris. On a écrit un scénario pour dire qu'on va faire un film sur ça. Pourquoi moi l'idée est venue? Parce que 40 ans après, j'ai rencontré des gens en Afrique qui avaient fait ce rêve, parmi les gens de la diaspora, de rentrer en Afrique et de venir ici. Et certains l'ont fait. Donc, je crois que ce roman-là, vous les cinéastes, il y a de la matière, parce que quand même, il y a des choses qui marchent. Donc, je tiens à dire que tu as raison. Il faudrait que ceux qui font les romans, il a fait une bonne critique. Donc, les historiens, les littéraires, les cinéastes, il faudrait qu'il y ait des espaces comme ça pour qu'on échange. Je suis sûr que l'inspiration sera vraie. Après cela, tu as la parole. Merci, Boulogne. Merci encore une fois de m'associer à cette fête de l'esprit. Toujours, nous autres scientifiques, là, si on rencontre les humanités, on est toujours impressionnés par vraiment les connaissances, la profondeur des choses. Et je crois que je vais revenir sur ce que Baba Diop a dit sur le cloisonnement. Alors, Aram, c'est dommage, on a fait tout un travail pour rien, parce qu'on est venu enregistrer tout, on a dit on vous l'envoie pour qu'on puisse avoir le recul. Et vous semblez n'avoir rien reçu. C'est dommage. J'aurais dû prendre votre mail et vous envoyer la présentation. J'aurais dû dire
dans le document que l'Union africaine recommande que 1% du PIB soit consacré à la recherche. Mais en réalité, il n'y a rien. Il n'y a que très peu de pays, un ou deux, qui respectent cela. Le reste, en fait, c'est tellement paradoxal. C'est comme si l'Afrique ne comprenait pas les déterminants de la société, de l'innovation, de la connaissance du monde moderne. Et qu'on ne fait rien pour ça. Plus on y regarde. Alors, ceux qui font de la haute science en Afrique sont financés ou par l'Union européenne ou par des fondations américaines. On ne peut pas te financer pour qu'après que tu viennes concurrencer les gens. Il faut être sérieux. Donc le gros problème, moi, c'est pour cela qu'avec les mouvements, on ne s'entend pas beaucoup sur les mouvements panafricanistes. Pour moi, il faut une force politique qui s'impose à tout le monde. Point à la ligne. Sinon, on n'aura rien. Parce que tu fais confiance aux gens, une fois en place, les intérêts sont tels que, attention, hein, les grandes puissances se battent pour garder leur position préférentielle. Donc, nous, on a personne pour nous défendre, et c'est ça le problème. Ce document-là existe depuis 10 ans. Hein. On essaie de le présenter. D'ailleurs, j'ai fait l'erreur d'avoir donné ça à l'UNESCO dans une consultance sur la recherche. J'ai donné le plan. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Mais à qui le donner en Afrique? Donc voilà le problème. Nous avons énormément de possibilités, mais nous n'avons pas de stratégie pour mobiliser tout cela et pour travailler comme il se doit. Mais attention, l'excellence de l'Afrique n'est pas en dehors de l'Afrique. Hein. Les jeunes qui vont à l'extérieur étudier là ne sont pas meilleurs que nos étudiants qui vont là. Parle sous le contrôle de Seyda Babacar, l'école supérieure polytechnique a plusieurs partenariats avec des universités françaises, avec des échanges d'étudiants. Vous savez quoi, en génie civil, les étudiants, pas qui font la formation initiale, mais la formation payante, quand ils vont à Clermont, ils sont premiers là-bas. Et les gens se demandent comment ça se fait. Mais parce que, en fait, le talent est là et les gens se battent pour cela. Abou a posé les problèmes de. Donc il y a un problème de rupture et de volonté des dirigeants. Mais moi, ce que je crois, c'est. Alors, je regrette un peu quand on avait le symposium sur les États-Unis d'Afrique, des Béninois m'avaient dit dans la salle, on crée notre parti politique tout de suite pour atteindre les objectifs. Ils avaient parfaitement raison. Mais j'étais ils avaient raison. Ils avaient raison. Tant que ceux qui nous dirigent sont là à nous diriger, ils n'ont pas. Alors, le problème de fond, c'est pas qu'il n'est pas. Le problème de fond, c'est que on n'a pas la synergie que les Américains ont. Les Américains ont une synergie entre l'académie, le privé et le public. Et c'est une culture. Ici, on ne se parle pas, on ne se voit pas. Il y a énormément de résultats qu'il y a dans les laboratoires, qu'il y a à la bibliothèque. Les gens ne le savent pas. Mais aussi parce que les universitaires sénégalais ne sortent pas de l'université. Ils sont enfermés dans l'université. J'avais envoyé un de mes étudiants à Virginia Tech. La prof me dit, attends, il faut que je demande une permission parce que nous serons obligés d'aller dans les autres ordres d'enseignement pour attirer les enfants vers la science. Je dis non, moi je donne mon cours,